Bonjour Emmanuel Veil. Aujourd'hui, la capsule sera sur le dopage. Le dopage. Alors, je ne vais pas faire donc l'apologie du dopage ou le diaboliser. Je suis pas là pour dire je suis pour, je suis contre. Enfin bon, peu importe. Le plus important pour moi, c'est de faire un petit peu un état des lieux du dopage dans le bodybuilding depuis, je veux dire, ben, ce que je connais, ma période à moi, les années 80, et puis aujourd'hui, donc 2017. Pour moi, le constat est un petit peu alarmant, même très alarmant, parce que je pense que par rapport au fonctionnement qu'on a maintenant, il faut voir les effets secondaires et les répercussions qu'il y aura dans le futur. Euh, je ne vais pas vous parler de produits parce qu'en fin de compte, le dopage, là, c'est plus sur, on va dire, la démarche qu'on a eue et la démarche que vous avez, je pense. Je ne suis pas là pour vous juger non plus, pour juger maintenant. Je suis là vraiment pour faire une comparaison des deux et expliquer pourquoi vous pouvez nous prendre pour des menteurs, vous pouvez douter sur l'entraînement, vous pouvez douter sur l'alimentation en pensant que maintenant, la seule solution pour prendre le muscle, c'est prendre des produits, ce qui est totalement faux. Voilà. Je vais vous expliquer donc ma démarche que j'ai eue en tant que bodybuilder depuis mon départ et puis comment ça se passe à l'heure actuelle. J'ai commencé le bodybuilding, j'avais donc 17 ans. 17 ans, je faisais 43 kilos. Oui, j'étais pas bien gros. Ma maman avait peur de mon côté un peu rachétique. J'étais donc un enfant hyperactif et hyper sportif. Ma seule alimentation à l'époque, c'était, je pense, 2 bounty par jour. Enfin voilà. Donc, elle m'a emmené, je pense, voir des tas de médecins pour trouver des solutions pour arriver à me faire grossir. On m'a bourré de vitamine C, on m'a bourré de plein de choses qui, à l'époque, ne servaient strictement à rien. Mais nous n'avions pas le savoir que nous avons maintenant sur la musculation, l'alimentation, les complémentations, et ainsi de suite. Donc, c'était très vague. Je faisais à l'époque du foot, de la gym, du karaté et pour faire le championnat de France de gym, parce que donc je me débrouillais bien, il me manquait quand même beaucoup de force pour faire des anneaux, pour faire des agrès. Mon entraîneur de gym de l'époque me propose de faire donc 2 séances de musculation par jour. C'est la première fois que j'ai poussé donc la porte d'une salle d'haltérophilie où il n'y avait aucune machine, où il n'y avait que des barres d'haltérophilie, des plateaux d'haltérophilie, une barre de traction. Et j'ai commencé comme ça. À l'époque, il n'y avait pratiquement pas de salle de remise en forme. Les salles étaient tenues par des gens qui faisaient des compétitions, donc c'était quand même assez, assez artisanal. Il n'y avait que des passionnés qui fréquentaient ces salles. Si on voulait faire des compétitions, donc quelque part, bah, il fallait déjà commencer à s'entraîner, à se documenter soi-même. La seule documentation à l'époque était le monde du muscle. C'était notre Bible, notre référence pour savoir quel était le niveau en compétition et un petit peu les avancées, les nouveautés qu'il y avait sur l'alimentation et sur l'entraînement. Quand on commençait la musculation, il nous fallait quand même, on va dire, pratiquement entre 5 et 10 ans pour se dire je suis apte à pouvoir faire de la compétition, étant donné qu'il n'y avait pas de petites catégories, que c'était du bodybuilding et que pour nous, il fallait plus ou moins déjà faire au moins 80, 85, 90 kilos pour être apte à monter sur une scène pour ne pas être ridicule. Donc, si on parle de dopage, il fallait trouver un ancien, parce que bon, des marchés, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le marché Internet. Donc, c'est les anciens qui pouvaient à la rigueur nous dire oui, tu peux prendre des produits, voilà comment il faut pour les avoir, pour les récupérer. Après, l'utilisation, eh ben, la première fois qu'on en a entendu parler, en tout cas pour mon cas personnel, c'était sur le monde du muscle, Mike Penzer qui disait qu'il avait pris donc 6 comprimés de Dianabol et un des 4 d'Urabolin par semaine. Donc pour nous, c'était la référence et c'était un peu le summum, quoi, c'est-à-dire la quantité maximale à ne pas dépasser.
Donc voilà dans quels critères on démarrait la musculation. Donc ça veut dire qu'on avait pratiquement autant, au moins 10 ans d'entraînement. On avait fait déjà des recherches approfondies sur l'entraînement, sur l'alimentation. On s'était passionné d'entraînement parce qu'on savait qu'il fallait au moins 10 ans pour pouvoir y arriver. Euh, et c'était quand on arrivait à un niveau international on commençait à se poser des questions et à se dire, je crois qu'il manque quelque chose en route. Voilà. Les sèches étaient moins poussées parce que je pense qu'il y avait moins de produits pharmaceutiques qui pouvaient aider à ces aides, à cette sèche extrême qu'on trouve à l'heure actuelle. Donc le contexte du bodybuilding était totalement différent, c'est-à-dire que on avait un amour de l'entraînement, on avait 10 ans de patience avant d'arriver à faire quoi que ce soit, et on avait, on va dire, un respect des anciens, un respect des gens qui faisaient de la compétition. Pour nous, c'était un petit peu des dieux, parce que non seulement ils avaient passé des années, mais ils avaient réussi à faire des choses où on sait qu'il fallait avoir beaucoup de patience, beaucoup de travail pour pouvoir arriver à avoir ce résultat. Euh, En passant donc des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Monsieur Univers, j'ai eu la chance d'être appelé en professionnel, où j'ai fait donc 5-6 années avec des compétitions où le monde professionnel est totalement différent. Bien sûr, le dopage est beaucoup plus important, mais on n'avait pas les mêmes armes que maintenant, et je pense qu'on avait une peur du produit qui faisait que on y allait beaucoup plus doucement. Aujourd'hui, aujourd'hui, la démarche de dopage est totalement différente. C'est-à-dire que on a créé un produit qui est un produit commercial, la remise en forme, le muscle, les abdos pour aller sur la plage. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. La plupart des jeunes qui rentrent dans une salle, ils volent du muscle comme ils sont allés acheter un short ou un t-shirt. C'est-à-dire que quand ils vont faire du tennis, ils achètent une raquette, ils achètent une tenue, ils achètent 2 balles, et pour eux, c'est des champions du tennis. Et ben, ils veulent que pour le body, ce soit la même chose. Donc ça veut dire que quand ils arrivent, ils veulent prendre un grand raccourci pour pouvoir paraître ce que nous, on a mis des années à paraître. Donc c'est le constat qu'on a maintenant, c'est-à-dire que le jeune qui arrive, déjà, on va dire, discuter le tarif de l'abonnement. Il va demander en priorité qu'est-ce qu'il peut acheter pour aller plus vite, alors qu'il ne sait déjà pas ni s'entraîner, ni s'alimenter. Il pense que la baguette magique vient uniquement des produits anabolisants, ce qui est totalement faux. Malheureusement, qu'est-ce qui conforte ça? Il conforte plusieurs choses. Euh, dans ce constat, déjà, notre sport a créé, on va dire, 2 catégories qui sont dites à effet rapide. C'est-à-dire que les bikinis ou les men's physiques, des catégories qui sont hyper commerciales, c'est-à-dire que vous rentrez dans une salle, vous n'êtes pas trop mal foutu, vous faites un an de musculation, vous pouvez déjà faire une compétition. Malheureusement, ça entraîne à la consommation, ça entraîne justement à se dire que la musculation, ça peut être très rapide et ça pousse à chercher des raccourcis. Ces raccourcis, on les trouve autant en men's physique qu'en bikini, c'est-à-dire que normalement, ça devrait être des catégories qui devraient être naturelles, je dirais encore plus pour les bikinis, et ce qui l'est de moins en moins, et ce qui fait peur, c'est justement les préparations qu'on retrouve maintenant par des pseudo-coachs avec des diurétiques, des brûleurs de graisse, tout ce qu'on veut, même des produits anabolisants pour des filles qui sont normalement des filles bikini, on va dire des Miss Plage, sportives. Donc là, je pense que c'est à s'arracher les cheveux. Et après, pour les men's physiques, on demande simplement qu'ils soient athlétiques avec des abdos. Il suffirait qu'ils aient 3-4 ans de musculation pour que ça réponde à ça. Mais bien sûr, maintenant, les jeunes veulent faire ça en 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, ils veulent ressembler à ce qu'ils voient sur YouTube, avec malheureusement des gens commerciaux sur YouTube qui leur disent moi j'ai fait ça naturellement, parce que maintenant, si on écoute, ils sont tous naturels.
j'ai fait ça en 6 mois, j'ai fait ça avec tel produit, je vous le garantis, allez-y, vous pouvez même être ça toute l'année et grossir en même temps. Sans produit, c'est strictement impossible, hein. Donc, je pense qu'il y a un danger quand on voit mon époque, déjà, avec les accidents qu'il peut y avoir, directs ou indirects, sur la santé des gens. C'est-à-dire que dans les années 80, si on regarde maintenant les compétiteurs, bon, on en a qui se sont usés par, par le côté surpoids de charge, mais on a quand même des problèmes cardiaques, on a quand même enfin, il y a quand même eu des morts. Alors, qui sait si ça vient de notre sport ou si ces gens-là qui ont eu un problème cardiaque, ils ne l'auraient pas eu de la même façon à 50 ans. Malheureusement, ça, personne ne peut le garantir. Mais en tout cas, je pars du principe que tout médicament avalé, tout médicament, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les anabolisants, hein, quand vous prenez un antidouleur comme le Doliprane, je dirais que c'est 100 fois plus dangereux qu'un anabolisant. Tout médicament a des effets secondaires. Dites-vous une chose, c'est que quand vous allez faire une cure d'anabolisant, malheureusement, les effets bénéfiques, on va appeler ça comme ça, vous pouvez les avoir dans l'immédiat. Les effets secondaires, vous les aurez 10 ans, voire 20 ans après. Si je fais un parallèle des deux, il est certain qu'on a eu une époque où le body était un sport roi, où il fallait des années pour pouvoir faire de la compétition, donc on ne pensait pas tout de suite au dopage. Oui, c'était incontournable pour arriver dans un niveau international, mais pour faire des compétitions. Notre but était de faire des compétitions en bodybuilding. Il n'y avait pas cet état d'esprit d'aller sur la plage pour être le plus beau. La plupart des bodybuilders étaient en t-shirt sur la plage. Maintenant, on est dans un sport qui a complètement changé. C'est-à-dire que vous n'avez pas, malheureusement, vous n'avez pas la chance d'avoir autant de temps à attendre, parce que je le prends comme une chance, qui vous oblige à avoir une culture de l'entraînement, une culture de l'alimentation, et qui vous oblige aussi à avoir un respect des anciens et un respect de ce sport. Ça nous permettait, nous, d'avoir, on va dire, un laps de temps pour faire en sorte qu'il y avait une épuration naturelle qui se faisait. C'est-à-dire que les gens qui étaient pressés et qui voulaient aller trop vite ne restaient pas dans ce sport. Il fallait avoir de la patience, de la persévérance. Il fallait savoir que c'était un sport qui était dur. À l'heure actuelle, vous êtes dans un état d'esprit où vous poussez une porte, vous voulez des produits pour aller plus vite, pour aller sur la plage, avoir des abdos en étant sec et pourquoi pas peut-être pour faire une compétition. Mais très peu veulent faire de compétition. À la rigueur, je vous dirais, mais pourquoi voulez-vous mettre votre santé en danger si votre but n'est pas de faire des compétitions? Réfléchissez d'abord à quel est votre but. Je comprends, et je l'ai été, les athlètes qui se disent j'ai un niveau international, si je veux aller plus loin, je prends le risque de. Mais si c'est simplement pour aller sur la plage, si c'est simplement pour faire une compétition régionale, réfléchissez. Réfléchissez à l'investissement que vous mettez en argent, l'investissement que vous mettez de votre santé. Réfléchissez aux aboutissants, où vous voulez aller. Gagner de l'argent dans ce sport, n'y pensez même pas. Ne rêvez pas à ça. Vous faire remarquer par une marque, n'y pensez même pas. Avant, on pouvait, et on n'était que quelques-uns. Maintenant, c'est mission impossible. Donc, essayez de prendre du recul par rapport à ça. Le conseil, et comme je vous dis, je ne suis pas là pour juger. Demandez-vous pourquoi vous faites ça. Demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle. Demandez-vous si est-ce que dans 1 an ou dans 2 ans, vous ne serez pas passé à autre chose. À ce moment-là, à quoi bon? À quoi bon? Après, pour les personnes qui veulent à tout prix prendre des produits et jouer le jeu d'avoir une progression musculaire, renseignez-vous. Internet, malheureusement, n'est pas forcément la meilleure source. Votre meilleure source, je vous dirais, allez voir un spécialiste de la santé, allez voir un médecin, allez voir un endocrinologue. Peut-être que le premier vous refusera, mais peut-être que le deuxième acceptera.
faites des prises de sang. N'ayez pas peur comme moi d'aller pousser les portes d'une fac de médecine pour pouvoir prendre des cours sur le système hormonal, comment notre organisme fonctionne. Euh, c'est quand même important, si vous avez une passion, que cette passion, vous puissiez connaître les tenants et les aboutissants et tout ce qui peut l'améliorer et éviter que vous ayez une embûche en route. Dites-vous bien que ce sport est long et difficile. N'essayez pas de prendre l'autoroute. Nous, avant, quand on prenait un produit anabolisant aux doses qu'on prenait, c'est comme si on se brûlait avec un briquet. Là, malheureusement, à l'heure actuelle, vous prenez des chalumeaux, vous prenez des lance-flammes. Je vais conclure cette vidéo par des questions peut-être qui interpelleront, on va dire, l'esprit des gens. Est-ce que avant nous n'avions pas une démarche dopante par rapport à un sport, par rapport à des classements, par rapport à un résultat? Aujourd'hui, est-ce que la démarche n'est pas simplement sur le côté esthétique, personnel, sur le côté m'as-tu vu? Euh, Est-ce que, je vous dis bien, c'est des questions. Est-ce que notre sport ne devient pas, enfin notre activité ne devient pas de plus en plus dangereuse euh, par des critères de volume, par des critères de sèche excessive? Notre activité ne devient-elle pas de plus en plus commerciale?